Dans son affaire là, il est entouré par des individus qui n'ont vécu nulle part en Guinée ici. Ce sont des cadres importés. C'est à travers ce qu'il va dire que la Guinée n'a pas de cadre. Et lui, il est quoi? Il est qui? Sans se vanter, nous sommes la meilleure décennie en Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas moi qui le dis. Allez-y demander tous les grands experts internationaux. Aujourd'hui, la preuve est donnée que c'est Cellou Dalein qui a commandité une tentative d'assassinat sur ma personne qui a avorté et qui, malheureusement, a fauché la vie du journaliste Mohamed. Beaucoup de CENI prennent l'exemple sur nous, mais aussi sur le plan de la formation technique. Nous avons le plus grand nombre d'accrédités en matière électorale en Afrique, en Guinée. Mardi 20 février 2018, merci de votre fidélité. Un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Café Débat. Vous le savez, c'est l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Nous abordons l'actualité au quotidien selon les angles du développement justement de l'actu. Et pour ce numéro, nous nous focaliserons sur les crises syndicales. Le gouvernement guinéen a mal avec ses travailleurs et le pays miné par des grèves syndicales, vous le savez. Au-delà de la grève enclenchée par le SLEG depuis la semaine passée jusqu'à ce début de semaine, évidemment, une autre grève qui profile à l'horizon, c'est celle bien entendu de l'Union Générale des Travailleurs de Guinée, qui réunit en son sein un ensemble d'ouvriers qui aujourd'hui reprochent au gouvernement, plus précisément au ministre du Travail, d'être indifférent face aux multiples cas de mort sur les grands chantiers un peu partout dans le pays, mais aussi qui dénoncent la mauvaise gestion des cotisations de ces ouvriers à la Caisse nationale de la sécurité sociale, Malik Sankon, indexé du bout du doigt pour utiliser cet argent plutôt vers les campagnes et les mamayades du parti au pouvoir et bien d'autres sujets qui se trouvent dans leur plateforme revendicative. Pour en parler justement, je reçois sur ce plateau M. Aboubakar Sidiki Mara. Il est le secrétaire général adjoint de l'UGTG. Monsieur Mara, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, bonjour. Merci surtout de la disponibilité. Je rappelle que dans la deuxième partie de Café Débat, on parlera également de grève. Cette fois-ci, de la poursuite de cette grève enclenchée par le SLEG, version Aboubakar Souma, dans sa première journée de la deuxième semaine, donc hier lundi, qui a enregistré des incidents ci et là, mais aussi un cas de mort, cette fois-ci dans les rangs des gendarmes, qui s'est passé du côté de la route Le Prince, bien entendu, appelé l'Axe. Évidemment, sur ces situations, je reviendrai avec Sekou Jamal Pendessa et aussi du contenu de la rencontre qu'il y a eu hier entre Aboubakar Souma et le médiateur de la République. Bien entendu, nous reviendrons aussi sur l'intervention de monsieur l'inspecteur général du travail sur cette crise, autre crise syndicale. Et également, nous prendrons dans cette deuxième partie de Café Débat monsieur Aboubakar Kamisoko pour parler de cette récupération du domaine public de l'État qui se passe du côté de Koléa, dont 75 familles sont concernées et qui dénoncent aussi le coup de force de monsieur Ibrahim Kourouma, ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. Mais avant tout ça, face à l'invité du jour, oui, vous êtes le secrétaire général adjoint de l'UGTG. Depuis un certain temps, on vous voit sous les projecteurs. Depuis la dernière fois que vous aviez été devant le président Alpha Condé en débat contradictoire avec Damantan sur les conditions de travail des ouvriers sur les chantiers, une fois encore, vous revenez sur la place pour lancer ce mot d'ordre de grève. Une fois encore, les raisons de votre revendication. En fait, je vous remercie pour votre invitation et la chance que vous me donnez ce matin de revenir encore sur notre plateforme de revendication. Nous ne visons pas que les ouvriers, pas qu'un seul secteur, pas que les BTP, parce que le problème, il faut le prendre en général. D'accord. C'est un mal général. Pour pouvoir le soigner, il faut faire en sorte que tous les secteurs soient concernés. Donc, quels sont les types de professions qui sont syndiquées à votre structure? Comme vous le dites, aujourd'hui, l'UGTG touche presque tous les secteurs. D'accord. Commencer par l'administration publique jusqu'au secteur informel. C'est pourquoi nous avons dit dans notre préavis de grève que nous avons déposé depuis le 29 janvier que nous attirons l'attention de monsieur le ministre sur la mauvaise gestion de nos cotisations à la Caisse nationale de la sécurité sociale, la mauvaise réglementation de la sous-traitance dans notre pays, la situation de licenciement, la situation des travailleurs de moulins d'Afrique, les licenciements arbitraires récurrents,
l'entrave à la liberté syndicale, la révision de la convention des BTP, l'indifférence de l'État, comme vous l'avez si bien décrit, face aux accidents que nous avons enregistrés sur nos sites. Par ces actes, nous avons voulu dénoncer aujourd'hui ce qui se passe à la Caisse et qui se passe de tout commentaire. La Caisse nationale de sécurité sociale. La Caisse nationale de la sécurité sociale. C'est pourquoi ce matin, en venant, j'ai bien voulu venir avec les quittances. D'accord. Vous verrez là que rien qu'une entreprise, une seule entreprise, paye pour le compte de ses travailleurs 78 512 303 francs. Par mois ou par an? Par mois. D'accord. À la Caisse nationale, de la sécurité sociale. Vous verrez là que le paiement a été fait le 30 10e mois 2015. Nous cotisons pour avoir la couverture de la Caisse. La Caisse couvre les 4 branches. Mais on fait croire aux Guinéens maintenant que quand vous êtes déclaré à la Caisse nationale de la sécurité sociale, il faut attendre 15 ans pour bénéficier des prestations de la Caisse. Vous verrez dans ce document qui a été produit par la Caisse nationale de la sécurité sociale, qui est très bien clair. On vous dit que la Caisse couvre les 4 branches. Il y a la pension, il y a les risques professionnels, il y a la prestation familiale, il y a les maladies. Et les taux sont définis. Donc si nous disons dans notre préavis que nous souhaitons attirer l'attention de monsieur le ministre sur ce qui se passe à la Caisse, pour nous, le ministre devait se saisir automatiquement de ce document, mettre une commission de travail en place pour permettre d'approfondir les enquêtes afin de savoir réellement qu'est-ce qui est en train de se passer à la Caisse nationale de la sécurité sociale. Parce que nous, contrairement à ce qui se dit, nous avons aujourd'hui des quittances venant de toutes les entreprises qui sont affiliées à l'Union générale des travailleurs de Guinée. Ça, c'est juste un exemple que nous avons voulu apporter aujourd'hui pour dire à monsieur le ministre que nous avons les supports de tout ce que nous sommes en train de dire. Donc nous ne comprenons pas qu'on s'acharne contre l'Union générale des travailleurs de Guinée pour organiser des débats dans les radios, parler de la représentativité, quand on sait que le ministre aujourd'hui ne dispose d'aucun outil qui peut lui permettre de parler de la représentativité des structures. Quand vous parlez de ministre, il s'agit d'Amantan, Albert Camara. Donc nous l'avons dit que si on ne peut pas pour le moment supprimer la sous-traitance dans notre pays, il faut faire en sorte qu'elle soit au moins réglementée. Parce qu'on est passé de la sous-traitance à la maltraitance. Aujourd'hui, quand vous prenez les sociétés de gardiennage, vous verrez qu'un gardien qui est vendu n'est pas posté, il est vendu. Une autre société qui n'est pas la société qui l'engage peut être pris à des montants très élevés. Mais le pauvre gardien ne reçoit pas la moitié de ce que la société utilisatrice paye. Mais ça se passe à longueur de journée. Monsieur le ministre ne nous dira pas parce qu'il a suffisamment d'outils de travail pour savoir ce qui se passe dans le monde du travail. Il ne nous dira pas qu'il n'est pas informé. Il ne dira pas que ce qui est en train de se passer à Boké aujourd'hui qu'il n'est pas informé. C'est-à-dire que la sous-traitance aujourd'hui est faite au détriment du travailleur. En fait, l'État même devait comprendre que si au moment où le président est en train de dire que depuis qu'il est arrivé, il a créé 10 000 emplois du côté seulement de Boké, il devait comprendre que c'est aujourd'hui à voir sur le terrain l'impact de ces 10 000 emplois créés ne sont plus visibles. Parce qu'au lieu de profiter à la jeunesse, ce sont des escrocs qui sont en train de récupérer tout ce qui est en train de se passer. Parce que si vous payez un travailleur juste pour qu'il paye son transport et qu'il vienne travailler pour vous, cet emploi-là qu'il gagne n'a pas d'intérêt pour lui. C'est juste pour lui payer son transport pour qu'il vienne vous servir. De l'autre côté, l'État se dit, nous avons créé suffisamment d'emplois. Ces emplois-là sont récupérés par des escrocs qui se font passer pour des sous-traitants, mais au vu su de tout le monde. Bien. Nous avons dit que ça ne peut pas continuer. Ce sont des réalités que nous vivons sur le terrain. Quand vous prenez aujourd'hui, rien qu'encore au niveau du ministre d'Amantan, vous voyez que nous payons, nous obligeons nos entreprises aujourd'hui à payer, même à l'UNFPP, pour l'apprentissage. Nous, dans nos entreprises qui sont affiliées à l'Union générale des travailleurs de Guinée, on fait l'obligation aujourd'hui à ces gens-là, à ces directions, d'être en jour des cotisations. Parfois, quand ces entreprises-là ne payent pas des cotisations, la caisse va jusqu'à bloquer les comptes de ces entreprises. Mais nous, au retour, quand la caisse n'honore pas ses engagements, par exemple, quand les travailleurs tombent malades, quand les travailleurs ont ils ont des accidents de travail, nous n'avons pas la possibilité de bloquer les comptes de la caisse. Qu'est-ce qui se passe? De l'autre côté, le syndicat s'acharne sur les directions pour dire payez vos cotisations à la caisse pour nous permettre de bénéficier des prestations de la caisse. De l'autre côté, la caisse qui reçoit l'argent, dès que l'argent est reçu, silence total. Quand le travailleur... Parce que là, je vois tout un lot de quittances.
Et donc, c'est-à-dire que c'est les différentes entreprises. C'est des différentes. Nous avons pris une entreprise, nous allons vous fournir, parce qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer à communiquer sur la base des documents que nous recevons des entreprises. Ça, c'est juste une entreprise. Qui paye 78 millions. 78 millions 512 333 francs guinéens. À la caisse nationale de la sécurité sociale. Par mois. Et c'est mensuel. On vous dit paiement, la date du paiement. Regardez là-bas, vous regardez la date sur ce document. Date dernière de paiement, ça c'est... La date du paiement, vous l'avez là. 2015. La date du paiement, ouais. Le 31 10e mois 2015. Vous regardez sur les autres bulletins, vous verrez que ça, ce paiement a été fait le 23 11e mois 2015. Ça, c'était 10e mois, ça, c'est 11e mois. Donc c'est mensuel. C'est mensuel. La preuve est là. Et il y a combien d'entreprises qui emploient des ouvriers ou des travailleurs qui payent à la caisse? On peut dénombrer combien? Est-ce qu'il y a un répertoire? C'est combien de mille d'entreprises? En fait, l'inspection pour sa dernière campagne a parlé de 2000 entreprises. 2000 entreprises. 2000 entreprises qui, en principe, devaient déclarer le personnel à la Caisse nationale de la sécurité sociale. La Caisse, dans sa dernière, je crois, a déclaré 22 000 affiliés aujourd'hui à la Caisse. Mais quand vous parlez des 22 000 là, qui sont déclarés à la Caisse, vous ne verrez pas les 10-20% de ces affiliés qui pourront vous dire qu'ils bénéficient des prestations de la Caisse. Ce n'est pas possible. Nous l'avons toujours dit, vous l'avez suivi lors de notre sortie devant le président de la République. Nous avons dénoncé ce qui est en train de se passer à la Caisse nationale de la sécurité sociale. Et nous parlons sur la base des preuves que nous avons. Parce que dans les entreprises, dès qu'il y a une délégation installée, nous posons comme principe de discussion la déclaration des travailleurs à la Caisse nationale de la sécurité sociale. Mais malheureusement, ces cotisations sont payées par ces employeurs. De l'autre côté, les employés ne bénéficient pas de la prestation à la Caisse nationale de la sécurité sociale. Donc vous pensez que cet argent est utilisé comment? Cet argent est utilisé pour d'autres fins. Parce que quand nous voyons monsieur le ministre qui est gardien, monsieur le directeur de la Caisse nationale de la sécurité sociale, qui est gardien de nos fonds que nous mettons à la Malick Caisse, Sanko, faire des sorties avec des politiciens, on se dit que c'est l'argent de la Caisse qu'il est en train d'utiliser. Et c'est de l'argent qui est confié. Ce n'est pas l'argent de l'État, c'est le pauvre travailleur qui cotise là pour avoir... Parce qu'on soutire l'argent dans le salaire des travailleurs. Sur le salaire des travailleurs, nous vous présenterons des quittances, des bulletins de salaire. Ça indique clairement que les travailleurs cotisent à la Caisse nationale de la sécurité sociale et c'est prélevé même avant que le travailleur ne reçoive son dû. Son salaire, ouais. On prélève 5% sur son salaire. Vous verrez là sur ce bulletin, Caisse nationale de la sécurité sociale, 5%. 5% du salaire. Du salaire. Donc ce travailleur, qu'il le veuille ou pas, les 5% seront prélevés sur son salaire. On lui dira que c'est versé à la caisse. Mais quand il est malade... Et que le jour où vous tombez malade, il est obligé de venir... Le jour où vous faites un accident de travail, il est obligé de venir s'endetter pour pouvoir se soigner. Au lieu que la caisse, le prenne en charge, on vous dira non, c'est à caractère déclaratif. Oui. Ben c'est comme quand vous mettez votre argent dans une banque. Pour dire, le jour où vous avez besoin de votre argent, pour dire je mets mon argent à la banque, d'abord pour mes vieux jours, pour mes maladies, pour les risques professionnels. Oui, le jour que je suis malade, je peux venir à la banque prendre mon argent pour aller me soigner. Mais si vous mettez votre argent à la banque, vous êtes malade, vous venez à la banque, le banquier vous dit mais mon frère, moi j'ai réinvesti votre argent dans autre chose. Parce qu'au moment où nous avons des malades sous la main, qu'on n'arrive pas à soigner aujourd'hui, la caisse se permet de construire des hôtels à Bokeh. On se permet d'acheter des actions dans les banques. Nous avons nos malades qui ne peuvent pas être soignés. Je vous ai donné un cas. Quand je prends aujourd'hui l'entreprise, là, il y a des travailleurs qui sont malades, ça nous fait 2 ans. Les travailleurs de cette entreprise. Qui payent pourtant 78 millions à la caisse par mois. Il y a des travailleurs qui sont malades, ça fait 2 ans. C'est l'employeur qui les prend en charge. Il a engagé des documents pour le remboursement, ça fait 2 ans. À la caisse. À la caisse, il n'a jamais été remboursé. Et aujourd'hui, on en veut, on nous dit que non, le GTG, ce sont des rebelles. On veut déclencher une grève parce qu'on voit que ça ne va pas dans le pays. Mais à quel moment qu'on me dit, en Guinée, à quel moment on a parlé de la stabilité totale? Bien. Parce que ce n'est pas l'absence de la guerre qui justifie la paix dans le pays. Donc ça, c'est seulement l'aspect gestion de vos cotisations à la Caisse nationale de la sécurité sociale. Et la gestion de la sous-traitance. Voilà. Vous arrivez aujourd'hui dans les entreprises, c'est devenu monnaie courante. Les employeurs licencient sans respecter la procédure. Nous avons été surpris quand on a entendu M. le ministre hier dire que quand on n'est pas content devant un inspecteur, on doit se rendre au tribunal de travail. C'est vraiment une très mauvaise lecture de la loi, parce que l'outil de travail de l'inspecteur, c'est le code du travail.
L'outil de travail du magistrat au tribunal du travail, c'est le code du travail. Si l'inspecteur dit conformément à la loi, le magistrat dit conformément à la loi, et chacun d'eux se conforme à la loi comme ils sont en train de le dire, qui doit quitter l'inspecteur pour aller voir le magistrat? Ils ont tous comme outil de travail le code du travail. Bien. Donc nous n'avons pas compris cette sortie de monsieur le ministre en charge du travail. Nous avons dit que nous souhaitons attirer son attention sur ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui sur le terrain. Nous avons énuméré des faits. On aurait souhaité que monsieur le ministre accepte de mettre des commissions en place pour montrer aux Guinéens qu'il n'est pas complice de tout ce qui se passe. Bien. Mais malheureusement, le silence que nous sommes en train d'enregistrer en dit non. Nous sommes en train de déduire que monsieur le ministre savait tout ce qui se passe là avant que nous-mêmes nous le déclarons. Sinon, il allait être surpris et prendre des décisions. Alors, je parlais tout à l'heure du cas, par exemple, dans le domaine du BTP, par exemple. Là aussi, vous avez des syndiqués. Oui. Et vous avez évoqué le sujet la dernière fois devant le président Alpha Condé quand il a invité les travailleurs de bâtiments et consorts au Palais Sékou Touré. Vous avez évoqué le cas des accidents sur les chantiers. Ça fait partie aussi de vos revendications. Oui, là aussi, je me rappelle que le président a donné des consignes à Damantans et au commandant de la gendarmerie d'aller sur les grands chantiers qu'il y a à Conakry, de voir les chantiers qui ne respectent pas les normes de sécurité pour les travailleurs, pour les ouvriers, de les fermer. Donc, si ça fait partie de votre plateforme revendicative cette fois-ci, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas eu de solution depuis que le président a donné des consignes à ces deux messieurs? Comme vous l'avez dit, le président, effectivement, je crois c'était le 11 décembre 2016, a donné des instructions fermes à monsieur le ministre en charge du travail. Mais malheureusement, le dernier cas d'accident, nous l'avons enregistré et Dieu sait faire les choses. Votre reporter a eu à couvrir ce qui s'est passé. Le travailleur, il est encore hospitalisé à Donka. Il a chuté d'un immeuble. Il a chuté d'un immeuble, il est tombé dans le trou de l'ascenseur. Du 5e, il est tombé dans le trou de l'ascenseur. Juste à cause d'une ceinture de sécurité qui coûte 150 000. Ouais. Si le ministre, comme il aime le dire, faisait correctement son travail, tous les Guinéens qui travaillent dans le secteur des BTP devaient avoir aujourd'hui des équipements de protection. Ouais. Sur les chantiers. Rien que 150 000. Aujourd'hui, nous allons encore continuer à enregistrer des cas d'accidents mortels sur nos sites. 2016-2017, l'UGTG seulement a enregistré 11 cas d'accidents mortels. Ouais. Si ce n'était pas à cause de la sensibilité des autres, on aurait aujourd'hui envoyé des photos pour montrer aux gens qu'est-ce que nous sommes en train de vivre. Mais il y a des photos que d'autres personnes ne peuvent pas regarder. Ouais. C'est révoltant quand vous voyez qu'un père de famille qui est sorti de chez lui le matin, en bonne santé, on le ramène cadavre dans sa famille, et son petit enfant qui s'attendait à ce que son père rentre le soir n'a plus la chance de le revoir rentrer. De l'autre côté, le gouvernement ne prend même pas la peine de présenter les condoléances. Et c'est contre nous qu'on s'acharne pour dire non, 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 ça ne va pas actuellement dans le pays. Et les morts qu'on a, les cas de mort qu'on sommes en train d'enregistrer. Bien. Est-ce que ça a une importance pour ce gouvernement? Donc il n'y a pas eu de solution? Il n'y a pas eu de solution jusqu'au moment où je vous parle. Malgré les multiples courriers que nous avons envoyés à monsieur le ministre pour attirer son attention sur ce que... Il n'y a eu aucune mission de contrôle sur les chantiers, les sites? Malheureusement, sur l'ensemble des sites aujourd'hui, c'est pour eux, malheureusement pour eux, c'est l'UGTG qui est sur l'ensemble des sites aujourd'hui. Et monsieur le ministre le sait. Bien. S'ils envoient une mission là-bas, nous sommes aussitôt informés. Mais malheureusement, la vie des Guinéens n'a plus d'importance pour ce ministre. Sinon, on allait présenter des condoléances avant de se mettre à raconter des choses. Bien. Alors, il y a d'autres facteurs. Vous avez parlé de la question de sous-traitance. Oui. En quoi la sous-traitance est défavorable aujourd'hui aux ouvriers, aux travailleurs qui sont affiliés à votre structure syndicale? Je vous l'ai dit à l'introduction, aujourd'hui on ne parle plus de sous-traitance dans ce pays-là, on parle de la maltraitance. La maltraitance. Quand vous engagez un employé aujourd'hui, le sous-traitant recrute un employé, il vend ses services à une autre entreprise qui est appelée l'entreprise principale. L'entreprise principale reçoit chaque mois des factures pour le compte de cet employé-là, qui lui a été envoyé par un sous-traitant. Quand vous prenez les factures que les sous-traitants présentent à l'entreprise principale, vous voyez parfois que dans le traitement du travailleur, les salaires qui ressortent ne sont jamais reçus par ce travailleur-là qui est utilisé par l'entreprise qui est appelée l'entreprise. Je veux qu'on prenne un exemple concret, d'accord? Vous prenez je prends par exemple des gardiennages, voilà, c'est important. Vous par exemple, Ganga, vous demandez à une société X de vous envoyer un gardien. Une société de gardiennage. Ils vont vous dire pour vous envoyer un gardien,
nous vous demandons 2 500 000. Par mois pour le gardien. Et pour le gardien. Vous verrez qu'au retour, le gardien ne reçoit pas 500 000 comme salaire. Et la loi guinéenne interdit qu'on prélève sur le salaire de ce gardien. Parce que vous, quand vous engagez ce gardien, on vous donne son salaire. Le sous-traitant vous définit un taux que vous devez lui payer pour le traitement de ce travailleur. En plus de tout ce que vous devez payer, vous lui payez aussi ce taux-là pour lui permettre de gérer votre gardien à votre place parce que vous trouvez que c'est encombrant, que c'est vous qui gérez directement votre gardien. Mais en plus de ce taux-là que vous payez, on se permet encore de prélever sur le salaire du travailleur, qui en principe ne doit pas les payer. Ouais. C'est vous qui avez fait recours au sous-traitant, ce n'est pas le travailleur. Le travailleur, lui, il est à la recherche de l'emploi, il se dit je veux le travail. Si vous pensez que c'est encombrant, que vous gérez le personnel, vous recrutez quelqu'un, ce n'est plus ce quelqu'un-là qui est recruté qui doit le payer, c'est vous qui voulez avoir le luxe d'être à l'abri de certaines revendications des travailleurs. Donc aujourd'hui, vous voyez que quand on présente les factures, on vous enverra les factures de certaines entreprises, où vous verrez que le travail, il est vendu, le poste du travail est vendu à 7 millions, on vous enverra également le bulletin de ce même travailleur, et vous verrez qu'il ne reçoit pas 2 500 comme salaire. Donc on prend carrément 5 millions, 6 millions... On escroque carrément. La dernière sortie que nous avons eue avec certains inspecteurs, c'est nous qui avons fait le débat avec l'inspecteur. Le Français a tenu bon 2 jours que lui, ses travailleurs sont bien payés. Ouais. Il ne comprend pas pourquoi les travailleurs sont en grève, parce que pour lui, ils sont bien payés. Parce que l'entreprise qui sous-traite avec lui... le montant que l'entreprise est en train de recevoir, pour lui, c'est ce montant qui est payé au travailleur. Parce que c'est défini dans la facture. C'est pour cela qu'on voit souvent les soulèvements sur les sites miniers aussi. Oui, parce que quand vous arrivez aujourd'hui à Boké, vous voyez déjà, quand vous prenez votre voiture ici le 28, le 29, le 30, vous voyez qu'il y a l'embouteillage sur la route de Boké. Tous les sous-traitants quittent Conakry pour aller rien que pour payer les salaires à Boké et puis revenir sur Conakry. Ouais. Ils ne gèrent que le salaire. Ils ne gèrent pas le personnel sur le terrain. Mais on fait l'obligation aujourd'hui à ces entreprises-là de passer par ces sous-traitants parce que beaucoup sont parrainés par nos ministres. On dit pour recruter aujourd'hui, il faut que tu passes par cette maison de sous-traitance pour recruter le personnel. Donc ce sont des gens qui sont en train de gagner des magots aujourd'hui et sur le dos de ces sociétés. Les sociétés parfois on les vend des choses qu'ils ne veulent pas. Mais ils sont obligés parce que les sous-traitants là sont parrainés par aujourd'hui certains membres. Des hauts placés, des hauts commis de l'État. Ils ne peuvent pas aujourd'hui passer à côté. Quand vous rencontrez ces entreprises, parfois ils sont en train de se plaindre, mais ils ne peuvent rien faire. Bien. Parce qu'on les pose des conditions qui les obligent à aller comme ça, malgré que la qualité qui est recherchée par ces entreprises ne sont pas souvent retrouvées, mais ce que les sous-traitants les envoient, ils sont obligés de se contenter de ça. Voilà, c'est grave. Et on va continuer à égrener le contenu de votre plateforme. Il y a beaucoup d'autres sujets, peut-être on ne pourra pas citer tout, mais vous avez parlé aussi de l'entrave à la liberté syndicale, la politisation de l'administration l'entrave à la liberté syndicale. Si nous revenons sur ce point, aujourd'hui, vous savez que la Guinée a ratifié la Convention 87. La Convention 87 dit que le travailleur a le droit d'appartenir à un syndicat de son choix. Mais nous, au Moulin d'Afrique, des travailleurs qui nous ont écrit pour demander leur affiliation à l'Union générale des travailleurs de Guinée. Le Moulin d'Afrique, c'est une usine de... Moulin d'Afrique, de l'usine de farine. De Kagbélé. Pas Kagbélé, là, Symphonia. Ok. Ils ont été renvoyés carrément parce qu'ils ont demandé la mise en place d'une représentation syndicale. Nous ne comprenons pas qu'en 2018 et au temps du professeur Alpha Condé, qu'on licencie un Guinéen juste parce qu'il a demandé la mise en place d'une représentation syndicale. On est allé voir monsieur le ministre, nous l'avons dit, ce n'est pas possible. Au jour d'aujourd'hui, il faut que vous vous réveillez. Ce qui est en train de se passer sur le terrain n'est plus acceptable. Mais ce ministre sait qu'avec ce vent de syndicalisation qui arrive sur le terrain, l'UGTG risque d'être la centrale la plus représentative du pays et il n'est pas prêt à l'accepter. Donc tous ceux qui arrivent à l'UGTG doivent être licenciés. En décembre seulement, nous avons enregistré 85 cas de licenciement. L'UGTG seulement, dans 2 entreprises, nous avons enregistré 85 cas de licenciement. Doué Sécurité, 55 travailleurs ont été licenciés juste parce qu'ils ont demandé à être affiliés à l'Union générale des travailleurs de Guinée. Bien. Et nous avons écrit à monsieur le ministre pour l'informer. On ne sait plus quand est-ce que l'UGTG est devenu un motif de licenciement. Bien. Toute personne qui veut venir à l'UGTG est aussi licenciée. Donc ça veut dire qu'on est en train de faire une promotion aujourd'hui sur le terrain, c'est de mettre dans la tête du travailleur que si tu viens à l'UGTG, tu seras licencié.
Et qu'il faut aller vers les autres centrales. Il faut aller vers les autres centrales qui sont les bénis oui. Bien. Monsieur le ministre, et quand il nous parle de la représentativité, quand est-ce qu'on peut parler de la représentativité? Quand on ne veut pas faire la promotion de la liberté syndicale. Bien. La représentativité passe forcément par ça. Voilà. Alors donc pour terminer, on va revenir sur ce qui se passe sur le terrain actuellement. Vous étiez censé mettre on va dire en branle votre mot d'ordre de grève hier. Est-ce qu'entre-temps il y a eu des négociations? Est-ce que l'inspecteur du travail vous a rencontré? Est-ce qu'il y a de la négociation, on va dire, à date? En fait, l'inspecteur nous a appelé effectivement. Il nous a montré un courrier qui a été envoyé par son ministre en charge, qu'il a instruit de rencontrer l'Union générale des travailleurs de Guinée pour commencer à débattre de tous ces points. Nous avons posé nos préalables pour l'ouverture des négociations parce que nous voulons avoir un cadre sérieux de discussion. Nous n'avons pas de temps à perdre parce que nous parlons de la vie des travailleurs. Ceux qui sont licenciés là aujourd'hui, si je prends le cas de Feralux, ça nous fera 8 ans que nous sommes dans ce procès. Il y a des travailleurs qui ont tout perdu. Certains, même la famille, l'ont perdu. Quand on est face à des situations comme ça, nous pensons que la partie syndicale n'a pas de temps à perdre. Qu'est-ce que l'inspecteur vous propose concrètement? L'inspecteur, après lecture de nos points de revendication, on a voulu nous faire croire qu'il y a des dossiers qui ont déjà été orientés au tribunal du travail et qu'il fallait aller devant le tribunal du travail. Mais nous l'avons fait comprendre que notre préavis, nous l'avons adressé à monsieur le ministre en charge du travail. Donc, ce tribunal faisant partie de l'État guinéen, ce que nous souhaitons, c'est la mise en place d'une commission de travail. S'ils veulent, le département de la justice pourra envoyer un représentant. Mais c'est cette commission qui débattra de tous ces problèmes. Bien. Parce qu'aujourd'hui, on veut juste envoyer les dossiers au tribunal pour faire du dilatoire. Et prendre du temps peut-être. Prendre du temps pour encore que les travailleurs se découragent. Parce que celui-là, aujourd'hui, qui commence une procédure dans notre pays, il ne finira pas avant 5 à 6 ans. Donc ça plaît à tout le monde de dire, si vous n'êtes pas content, allez au tribunal. Allez devant le tribunal. Allez devant le tribunal, parce que devant le tribunal, il y a la possibilité de faire du dilatoire. Bien. Nous, cette fois-ci, qu'on respecte le contenu de notre plateforme de revendication. Donc la première chose que vous demandez, qui est non négociable, c'est la mise en place d'une commission de travail. Parce que la négociation, c'est la force des arguments. Et quelle va être cette commission de travail? Sera constituée de certains d'entre vous. Le syndicat sera représenté, le département en charge du travail sera représenté, le patronat sera représenté. Mais le problème qu'ils ont à ce niveau, il y a des patrons de ces entreprises qui n'appartiennent à aucun patronat. Donc il faut directement les convoquer, qu'eux-mêmes ils viennent à l'inspection, parce qu'ils n'appartiennent à aucune structure patronale. Et ils disent qu'ils n'ont pas d'intérêt aujourd'hui à aller vers une structure patronale, parce qu'on ne fera que les escroquer. Voilà ce que disent certains. Bien. Donc eux-mêmes, l'inspecteur est obligé aujourd'hui de les convoquer, qu'ils viennent répondre devant l'inspecteur, mais nous pensons que c'est la chose la plus facile. C'est la mise en place d'une commission de travail. Quand la commission sera là, nous viendrons avec nos points de revendication. Nous n'avons pas dit que nous avons raison. Nous voulons que tout soit mis sur la table et qu'on discute entre Guinéens pour apporter cette fois-ci des solutions. Pour l'instant, l'idée de cette commission de travail n'est pas encore avalisée par l'inspection générale du travail, ni par le ministre du Travail. Nous pensons que d'ailleurs le ministre fuit sa responsabilité. Chaque fois que nous l'écoutons à la radio, nous avons comme l'impression qu'il met les charrues avant les bœufs. Damantan notamment. Damantan, c'est de dire, si on n'est pas content, aller au tribunal. Celui qui envoie un préavis, c'est juste une interrogation. Le tribunal aussi est une partie de la Guinée, il ne faut pas qu'on oublie. Si le ministre se décharge aujourd'hui pour envoyer tout au tribunal du travail, c'est un aveu de faiblesse. Bien. Si Damantan faisait correctement son travail, je vous jure que le tribunal du travail, qui n'adhère pas de salle d'audience, allait être aujourd'hui déchargé. Bien. Il faut juste demander aux inspecteurs, il faut les équiper, il faut les donner les moyens de travail pour qu'ils soient sur le terrain, qu'ils travaillent correctement. On pourra décharger ce tribunal de travail. Alors, pourquoi votre mot d'ordre de grève n'a pas été finalement enclenché hier, 19 février, comme prévu? Parce que nous avons été appelés avant-hier par le médiateur de la République, qui nous a dit qu'il a été instruit par Monsieur le Président de la République de venir vers nous écouter, après le remonter des informations qu'il aurait reçues. C'est ce qui a été fait hier matin à 10 h. C'était couvert par certains médias de la place. Nous attendons le retour de Monsieur le médiateur de la République. Si l'inspecteur vous dit que nous l'avons quitté pour aller voir le médiateur, ce n'est pas nous qui sommes partis, c'est le médiateur plutôt qui nous a appelés. Il a souhaité nous rencontrer, nous sommes allés. Voilà un homme que nous avons vu avec beaucoup de volonté. Mohamed Saïd Fofana, nouveau médiateur de la République. De mettre les choses sur la table et de discuter en guinéen pour trouver des solutions. Bien. Contrairement à monsieur le ministre Damantan, nous avons vu vraiment un médiateur qui est engagé à ouvrir les débats.
Mais ce que vous comprendrez là, si c'est aujourd'hui le médiateur qui doit faire le travail du ministre Damanta, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc vous attendez à date, peut-être aujourd'hui, le retour du médiateur de la République, Mohamed Saïd Fofana, avant de décider quoi que ce soit. Nous avons fait notre réunion hier avec l'ensemble des élus. La décision, c'était que rien n'empêchera la grève cette fois-ci si nous n'avons pas de réponse. Tous les élus sont d'accord, de Conakry jusqu'à l'intérieur du pays. Donc nous n'attendons que le retour du médiateur. Si nous n'avons rien, personne ne nous dira que l'UGTG n'a pas attendu. Bien. On devait en fait lancer hier, nous ne l'avons pas fait, parce que nous on a voulu être légaliste, nous avons voulu être bons Guinéens, nous avons déploré ce qui est en train de se passer sur le terrain, mais on ne peut pas sacrifier nos militants pour faire plaisir à certaines personnes qui continuent encore à baver sur l'UGTG. Alors, on va suivre tout ça de près et attendre sans doute le retour du médiateur de la République dans cette autre crise, on va dire syndicale, cette autre centrale syndicale dénommée UGTG, Union donc Générale des Travailleurs de Guinée, et pour les questions ou les sujets qui reprochent à l'État, vous les avez entendus, on suivra tout ça de près. Aboubacar Sidiki Mara, merci d'être passé et on vous retrouve prochainement. Merci beaucoup mon frère. Et comme annoncé dans la deuxième partie et successivement dans cette émission Café Débat, je recevrai tout à l'heure Sekou Jamal Pendessa et après Aboubacar Kamisoko, notamment pour deux sujets différents. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. De nouveau dans la production des œufs en Guinée. Après 2 ans d'expérimentation, Diaty Condé et son équipe vous présentent des œufs blancs, naturels avec moins de cholestérol et très doux. Les œufs blancs sont produits sur place à Kindia et vendus avec les alvéoles à des prix très abordables, 22 000 francs guinéens et 24 000 francs guinéens pour un alvéole de 30 œufs. Procurez-vous des œufs blancs de chez Diaty Condé aux 4 coins de la Guinée. Contact Kankan Korosa 669 0059 85 ou le 621 18 90 62. Conakry le 664 04 55 92. Kindia 625 22 84 38. Boki Kamsar 622 60 31 61. Mafereya Forecaria 664 33 25 11. Consommez les œufs blancs, vous ne serez pas déçus. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Évidemment, on parle toujours de grève. Cette fois-ci, la grève du SLEG version Aboubacar Souma. Vous l'avez compris, qui a une fois encore remis sur la table hier lundi son mot d'ordre de grève et selon les constats évidemment qui a été une fois encore suivi dans les écoles et de Conakry et de l'intérieur du pays, une journée qui a été marquée par des incidents, des barricades, mais aussi qui a enregistré un cas de mort, cette fois-ci dans le rang des gendarmes. Un gendarme donc qui a reçu une grosse pierre qui lui a été fatale du côté de l'Axe là-dessus. On va parler de tout ça. Et une première journée notamment qui a aussi enregistré ce tête-à-tête entre Aboubacar Souma et le médiateur de la République. Sekou Jamal Pendessa sur ce plateau pour rapidement décrypter tout ça avant que je ne reçoive Aboubacar Kamisoko pour parler de l'opération déguerpissement qui concerne 75 familles du côté de la cité police. Pendessa, bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors on a eu Aboubacar Souma du côté de la radio le matin.
Mais d'abord, la journée d'hier lundi, en revenant rapidement là-dessus, qu'est-ce qu'on peut constater? Est-ce qu'on peut constater une fois encore que la légitimité d'Aboubacar Souma a été confirmée à nouveau hier par l'observation de son mot d'ordre de grève par les enseignants? Oui, ça c'est ce qu'on peut dire, hein, puisqu'on a fait les constats hier dans la capitale et on a eu les échos de l'intérieur du pays. Je pense que les images parlaient d'elles-mêmes, partout où vous passez. Je pense que c'était de façon incontestable. Kaloum, le centre-ville, même l'école qui est la voisine directe du ministère de l'Éducation, le lycée du 2 octobre, il n'y avait pas cours là. C'est moi personnellement qui ai fait le constat. Le lycée qui fait face au ministère de l'Éducation même n'a pas fait cours à Kaloum. Donc, et de l'autre côté, le collège Bolibiné qui est à côté de la présidence aussi, il n'y a pas eu cours. Donc, lorsqu'il n'y a pas eu cours dans ces écoles plus proches de l'administration publique, il ne faut même pas vous poser des questions généralement. Donc, on a fait qu'en haute banlieue aussi, c'était la même chose. Et ce qu'il faut rappeler en haute banlieue, il y a le lycée qui paye. Il y a un aspect qu'on ne signale pas souvent, c'est très important. Le proviseur du lycée qui paye, c'est M. Balato, qui est du camp des 6 Sabanais. Donc il est contre la grève. Donc dans sa propre école, il n'y a pas eu cours. Le lycée qui paye. Le lycée qui paye. Donc là où tu n'as pas été capable de convaincre les élèves et les enseignants, de venir, toi en tant que syndicaliste, venir dans ta propre école, enseigner, élèves et enseignants, tu n'arrives pas à le faire. Je pense que la meilleure façon pour ces enseignants, ici Savané, Balato, c'était de démissionner. Je pense qu'il ne faut pas des fois fermer les yeux pour faire semblant de ne pas voir la réalité. Donc globalement, on va dire qu'une fois encore, Aboubacar a démontré, parce que malgré la menace, il faut rappeler de toute façon qu'il y a eu une menace avant ça, le communiqué qui est sorti et qui disait que les enseignants qui suivraient le mot d'ordre, donc enseignants grévistes, verraient leur salaire suspendu pour ce mois de février, voire même qui pourraient subir des sanctions de radiation ou de suspension de l'administration. Malgré tout ça, malgré cette menace, les anciens ne sont pas venus. Les anciens sont partis sont restés à la maison. Et là, c'est important de le dire aussi, c'est que c'est l'opinion qui a été perturbée. Mais les juristes et les enseignants, c'est des intellectuels, et ils savaient que c'est un communiqué qui n'avait aucun effet, puisque le communiqué du gouvernement s'est fondé sur le code du travail pour motiver sa décision ou sa menace, alors que les enseignants, ils savent que ce ne sont pas des enseignants des écoles privées qui sont en grève, ils sont de la fonction publique. Ils ne sont pas régis par le code du travail. C'est le code du travail qui a prévu la suspension du salaire en cas de grève. Donc, eux, ils sont régis par le statut particulier de la fonction publique. Qui ne parle pas de cela, de suspension qui ne parle pas de cela. Et le code du travail précise que les fonctionnaires et les militaires et paramilitaires ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail. Clair, donc ils sont exclus. Donc ils savent, c'est pourquoi ils n'avaient pas à s'inquiéter. Le chef de l'État, pour une fois, Alpha Condé, j'ai dit oui, il avait une vision claire de la chose dès le début. Il a rappelé lors de sa rencontre avec les syndicalistes en novembre dernier qu'on ne peut pas suspendre le salaire d'un fonctionnaire, c'est parce qu'il est parti en grève. C'est Alpha Condé même qui avait dit cela. À l'époque, le problème ne s'était même pas posé, mais il avait une bonne vision. Ce sont ces ministres qui ont voulu polluer l'atmosphère et je pense qu'ils doivent revenir à la raison, notamment Damanta et Kaokare. Donc une journée suivie, un mot d'ordre une fois encore suivi, qui donc démontre la légitimité d'Aboubacar Souma, qui démontre aussi que les enseignants n'ont pas courbé l'échine face à la menace de suspendre le salaire. Mais en même temps, ce fut une journée qui aura enregistré une fois encore des incidents. Dès 6 h du matin, on a eu les échos que les barricades ont été mises ici et là. On se demande dès lors, est-ce que ça, ce sont des élèves qui sortent à 6 h du matin? Parce que ça, c'est une autre problématique. D'où l'autorité de l'État. Mais en même temps, on a vu qu'il y a eu justement ce cas de mort, un gendarme qui a succombé justement à l'effet de cette grosse pierre qu'il a reçue. Donc du côté de l'Axe, notamment dans les zones de Koloma, où il est mort hier malheureusement. Ce fut la triste nouvelle de la journée d'hier. Je pense que, puisqu'on dit souvent que la répétition relève de la pédagogie, on va revenir. Sinon, on a suffisamment rappelé que
aller en grève ne veut pas dire manifester. Et d'ailleurs, les enseignants l'ont montré. On n'a vu aucun enseignant dans la rue. En tout cas, ce n'est pas une manifestation politique. À la maison. Ce n'est pas une manifestation politique, ce n'est pas une manifestation de rue. Ils sont restés à la maison. Vous avez suivi les journaux du samedi qu'on a diffusé et Souma a tenu à préciser les anciens restent à la maison. Il a dit aux parents d'élèves, gardez les enfants à la maison. Ouais. Je pense qu'on ne peut pas leur dire qu'ils ont appelé à manifester. Ceux-là qui sortent souvent, on doit... mais il y a la responsabilité du gouvernement qui a passé un communiqué le même jour pour dire aux parents d'élèves, envoyez les enfants à l'école. Mais qu'est-ce que vous voulez, le gouvernement? Ils ne peuvent que faire ça. Mais ce n'est pas pour autant que les gens aussi vont prendre les rues en otage dès 6 h du matin, brûler les pneus, s'attaquer aux passants à 6 h du matin. Ce n'est pas des élèves qui sont dans les rues à 6 h du matin. La responsabilité de tout le monde. Mais une fois encore, je commencerai par ceux-là qui sont les principaux acteurs. Surtout le principal acteur, c'est le gouvernement. C'est lui qui a la clé du problème. C'est pas parce que le gouvernement dit vous devez aller à l'école, vous élèves, enseignants, venez dans les classes, qu'on doit avoir entre-temps des gens qui cassent les véhicules, qui brûlent les pneus à 6 h du matin. Et surtout que c'est des gens qui ne sont même pas en tenue d'élèves ou d'écoliers, je ne sais pas. Je reviendrai sur ça. D'ailleurs, j'ai commencé par ça, mais je reviendrai pour aller en profondeur. Alors, reviens-y rapidement. À partir du moment où le gouvernement a su que les anciens sont en grève, il a répété les mêmes bêtises pendant 2 ans. On dit que ça relève de la folie de reprendre les mêmes méthodes et s'attendre à un résultat différent. Donc, ils ont fait la même chose avec les enseignants contractuels l'an dernier, en janvier-février. Il y a eu des morts. En novembre, ils ont fait la même chose, c'est-à-dire envoyer les enfants à l'école, sachant qu'il n'y aura pas d'enseignants. Envoyer les élèves à l'école. Ça s'est passé. Et cette fois-ci encore, ils ont vu la semaine passée, il n'y a pas eu d'enseignants à l'école. Le dimanche, ils disent encore, envoyer les enfants à l'école. Donc, voici leur part de responsabilité. Bien. Mais supposons que cela soit, même si cela était là, c'est que les manifestants, il faut le dire clairement, moi je suis toujours, depuis le secondaire, j'ai toujours combattu pour défendre mes droits à l'école, jusqu'à l'université. Mes amis qui m'écoutent le savent. Mais c'est normal, oui. Je n'ai jamais choisi la violence. Et c'est ce qui se passe quand même dans la rue. Je pense que ça, c'est à la grève des enseignants est une chose, mais il y a des gens qui profitent de la situation. L'anarchie quand même dans la circulation, l'anarchie dans la rue, on va aller autre chose. On va aller plus loin, puisque je vous disais que je dois revenir, puisqu'il y a un autre aspect qu'il faut joindre à ce mouvement-là. C'est pourquoi je n'ai pas voulu mélanger les choses. Vous avez vu des tracts qui ont circulé la veille. Vous comprenez, même sur les réseaux sociaux, moi j'ai rencontré ces papiers, là où on demande aux gens de descendre ce lundi pour demander le départ du chef de l'État. Alors que les syndicalistes sont tenus à préciser, notre revendication n'est pas politique. C'est pourquoi jamais on va demander le départ du chef de l'État, par exemple. Donc, lorsqu'il y a cet entrechoc, cela veut dire qu'il y a eu des gens qui veulent profiter de la situation. Bien. Et moi, je trouve que la lutte syndicale, là, elle est noble. Il ne faut pas l'associer. Il ne faut pas venir salir le mouvement des syndicalistes. Ils sont clairs dans leur démarche. Ils sont précis. Il ne faut pas mélanger les pédales. Bien. Autre chose à dire, je pense qu'on a toujours déploré les autres morts des civils aussi qu'on a connus ici. Et puisque cette fois-ci, c'est un gendarme qui est mort hier. D'actualité, il faut déplorer la même chose. Je pense qu'on ne doit pas répondre à la violence par une autre violence. On l'a toujours dit. C'est comme ça on disait aux gendarmes, c'est pas parce que les jeunes ont barricadé la route, ils ont des cailloux qu'il faut tirer sur eux. Vous n'avez aucun droit de tirer sur un manifestant. De la même manière, il faut dire aux manifestants, ils n'ont aucun droit de tuer des gendarmes. Bien. Je pense que ce qu'on doit comprendre dans tout ce qui se passe, c'est que vous vous attaquez à des gens qui ne sont nullement responsables de la situation qui prévaut. C'est des gens qui obéissent aux ordres. Ceux-là qui ont entretenu cette crise, ils sont dans leur bureau. Dans mon temps, je vous donne, je vais vous faire des confidences. Quand il y a mouvement, vous l'invitez dans l'émission vers la route banlieue, vous dites non, attendez ces jours-ci, je ne pourrai pas monter. Vous comprenez? C'est vous dire qu'ils sont là-bas à Kalou, rien ne leur arrive, ils créent des situations et puis ça pète par là, ils ne sont pas exposés. Malheureusement. Vous comprenez? Donc vous vous attaquez aux forces de l'ordre qui sont sous ordre. C'est pas je vous rappelle qu'il y a des forces de l'ordre, nous on est souvent sur le terrain, qui sont là, ils sont fatigués, mais ne peuvent pas. Ils vous disent en off même, vraiment, nous, quand on nous dit à manifestation, on a peur.
Mais il y a des ordres qu'il faut donc appliquer justement pendant ce temps. Et cette journée du mardi, on va dire, a été dans la matinée en tout cas surchauffée aussi, malgré que le cas de mort de ce gendarme hier, Koza, Amdallah, une fois encore c'était des rues barricadées. Mais le constat encore aujourd'hui, ce mardi, c'est que il n'y avait pas d'enseignants dans les salles de classe comme hier lundi. Et pendant ce temps, Aboubakar Souma qu'on a eu dit qu'il a rencontré hier le médiateur de la République. Pour terminer, il est en train d'attendre justement, selon ce qu'il a dit, le retour du médiateur de la République, Mohamed Saïd Fofana, qui doit aller voir le président et lui poser le problème. C'est ce qu'il oui, il dit que... C'est l'évolution qu'il y a pour l'instant dans la situation. Ce sont les dernières nouvelles que le médiateur lui a dit que c'est le chef de l'État qui l'a mandaté. Bien. Donc il est venu s'enquérir de toute la situation, de tous les contours de cette crise et puis réparti. Donc il est en attente. Il faut dire qu'il serait très important que le médiateur revienne avec des solutions. Il ne faut pas aussi revenir faire des simples comptes rendus. Quand il va faire le compte rendu, puisque le chef de l'État, on suppose qu'il aura les bonnes informations, il dira ok, pour des premières mesures, voici ce que je pose comme acte. Je pense que ce serait très important. Dans ce sens, il faut signaler qu'il y a des actes qui sont en train d'être posés dans les coulisses. Je pense qu'il faut apprécier. Il y a un premier pas, c'est qu'on a levé le contrôle judiciaire. C'est annoncé, on ne sait pas si c'est effectif, ça dépend. Hein, bon, ça doit être effectif. Bien. Puisque il a confirmé. Quand on l'a appelé à la radio, il dit, vous savez, chaque lundi il doit se présenter au tribunal. Il devait se présenter. Hier, il a rappelé son avocat pour dire, le programme du tribunal, c'est lundi aujourd'hui. Il dit, non, j'ai appelé le truc pour dire qu'on devait venir le juge. Il a dit que le patron a dit de sursoir à ça. Bien. De lever. Vous comprenez quel est ce patron, il n'a pas précisé. Ça doit être Alpha Condé, donc on suppose que c'est Alpha Condé. Bien. Je pense que lorsque vous posez des actes concrets, des fois on n'a même plus besoin de parler. Bien. Vous comprenez. Donc comme ça là, peut-être on peut s'attendre à un dénouement très prochain de la crise. Attendons de voir justement. Merci Pendessa pour ce bref passage et on va tout de suite recevoir cette fois-ci M. Aboubakar Kamissoko pour parler de déguerpissement. Aboubakar Kamissoko sur ce plateau, il est habitant du côté de Koléa, plus précisément sur le domaine de la cité police. Évidemment, ils sont concernés par cette mesure du ministère de la Ville et de l'aménagement du territoire qui les avait sommés dans un premier temps de quitter les lieux dans un délai de 1 semaine sans préavis, sans explication comme ils l'ont dit. Et après, on a fait face à un autre préavis de 3 mois. Sauf que ces 75 familles concernées disent ne pas vouloir quitter les lieux car tout simplement c'est une sorte d'affront et de coup de force de la part du ministre Ibrahim Kourouma. Monsieur Kamissoko, bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors vous logez sur les lieux du côté de Koléa. Comment cette histoire a commencé? On a tout simplement appris que le ministère a demandé à 75 familles à Koléa de quitter le domaine tout simplement. Est-ce que c'est pour utilité je sais pas, pour des raisons d'utilité publique ou qu'est-ce qui se passe sur le domaine? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Franchement, la question reste pendue. Comment vous pouvez décrire d'abord les lieux? C'est où précisément à Koléa? Comment on appelle les lieux? Vous savez, c'est Koléa, cité fonctionnaire. Et il y avait autour de cette cité le camp police. D'accord. Police. Donc de l'autre côté, il y avait le camp des policiers et de l'autre côté, il y avait la cité fonctionnaire qu'on appelle SIG. Au temps du colon, c'est la Société immobilière de Guinée, en abrégé SIG. Donc ces maisons sont construites depuis 1951. Et certains de nos parents ont acheté ces maisons depuis 1954. D'autres sont là il y a 45 ans, 50 ans. En tant que locataire. En tant que locataire, d'autres sont propriétaires même de ces lieux. Et certains bâtiments même ont fait l'objet d'un décret. C'est-à-dire que certains propriétaires de ces bâtiments l'ont eu par voie de décret, soit par le président Ahmed Sékou Touré ou par le président Lansana Conté. Mais en ce que je sache, l'administration, c'est la continuité. Est-ce que vous comprenez? Alors, si, comme il le dirait, c'est pour des causes d'utilité publique, on devait, pour une question de démarche saine et juridique, on devait approcher
ces sociétés, leur expliquer. On a vu récemment du côté de Kaloum, c'est le président de la République lui-même en personne qui s'est déplacé, qui est rentré dans certaines concessions, leur expliquer pourquoi nous devons démolir ces anciennes maisons. Et à quelles conditions? Dans quelles conditions? Et à quelles conditions vous allez quitter ici, vous serez recasier. Mais Kourouma, comme ça, tue-tête, il envoie un préavis d'une semaine par l'intermédiaire d'un huissier de justice qui nous dit de déguerpir en une semaine, qui ne passe nulle part, qu'on ne voit nulle part dans aucun pays au monde. C'est un droit régalien. Donc un bon matin, vous n'avez même pas eu les rumeurs que l'État aurait besoin de ce lieu-là? Il n'y a même pas eu de rumeurs. Est-ce que ça veut dire que le coin est vendu ou bien l'État veut construire des bâtiments administratifs là-bas? On nous fait entendre, mais des bâtiments administratifs, la cité, le camp des policiers est démoli. Il y a bientôt 10 ans. Rien n'est construit. Rien n'est construit dessus. Alors vous voulez faire déguerpir des paisibles citoyens qui ont travaillé 30 ans de service loyal à ce pays, à cette république, qui n'ont même pas construit, et même le pain de terre. Bien, alors, mais par exemple, vous, votre famille, comment vous avez acquis votre bâtiment ou le lieu où vous êtes? Depuis combien de temps vous logez là? Mon père est un fonctionnaire, ceux qui le savent, il était comptable à l'Alimac, à l'époque, une société d'État qui s'occupait des aliments, qui donnait de l'alimentation à toute la nation de Conakry, à Banziazou. Et mon père fut comptable de cette entreprise nationale qu'on appelle Alimac. Mon père y a abrité depuis 1973. Mon père est là. Il y a aussi son grand frère qui était le premier transmetteur de l'armée guinéenne, qui est un compagnon de l'indépendance guinéenne, la personne de Mamadi Kamisoko, un gendarme de son état, qui a même acheté sa maison en 1957. Sur le même lieu? Sur le même lieu avant l'indépendance, il a acheté sa maison en 1957. Sur le même lieu. Lui aussi, il y habite là. Abdul Salam Sow, qui est l'un des fleurons du football guinéen, sa maison a été donnée par le feu général Conté, qui a donné cette maison dans les années en 1996, bien évidemment. Il y a plein d'exemples qui ne finissent pas dans cette cité. Il y a M. Guébel qui fut tuteur de l'honorable Sidia Touré, qui fut tuteur de l'honorable Feu Abouakar Somparé. Sa famille y vit encore. C'est un barbustement d'intellectuels qui s'y habitent. Qui ont fait au moins 30 ans, 35 ans, 40 ans. J'en vois un tout petit peu, M. Kourouma. Je me demande même, est-ce qu'il a un cabinet juridique? Il a un conseiller juridique, j'allais dire. Il faut remonter un tout petit peu. Ces maisons-là sont construites depuis 1951. D'autres sont là en 1954. Comment est-ce que vous pouvez vous lever un beau matin et écrire comme ça, comme si nous étions des labyrinthes, et dire un tout petit peu bon. De déguerpir dans une semaine. On se demande si on n'est pas guinéen, en quelque sorte. Et l'huissier qui est venu avec ses délais de préavis d'une semaine, franchement, c'est ce seul argument qu'il avait, il n'a rien évoqué comme... Il n'a rien évoqué, et au jour d'aujourd'hui, l'huissier même dit qu'il a été trompé. Bien, alors qu'il y a une première même... Pourquoi on est arrivé donc du délai de 1 semaine de préavis à un délai de 3 mois de préavis? Parce qu'il y a eu beaucoup de bruit dans la cité, les médias en ont fait écho dans la cité, donc je crois bien... ministre et tout son entourage sont revenus. Et d'ailleurs, ces bâtiments ne relèvent pas de la compétence du ministère de la Ville et de l'aménagement du territoire. C'est un patrimoine bâti qui se trouve être logé dans la compétence de la présidence. Alors, est-ce que la direction, justement ce que vous dites, il y a la direction nationale du patrimoine bâti public? Oui. Et le directeur, c'est bien entendu M. Yayo. Oui. Alors, est-ce qu'il est au courant? Est-ce que vous êtes allé à sa rencontre? Est-ce que lui, il est impliqué dans cette procédure de déguerpissement, de récupération? La première démarche que nous avons effectuée, nous sommes partis vers le patrimoine bâti public. On a mis une commission qui est partie. Ce jour-là, les gens tombaient des nues. C'était comme une boule de neige qui est tombée sur la tête des habitants de cette cité. Tout le monde s'est amassé vers le patrimoine bâti. Donc on voulait être édifié de plus. Quand nous sommes venus, la première personnalité de cette direction, c'est son directeur en ce que je chasse. Donc nous sommes venus vers M. Yayo, qui dit n'avoir pas pris connaissance
d'une telle décision. Il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant. Son directeur adjoint n'est pas au courant. On était stupéfaits, on était sidérés, on était étonnés. Et de là, après, on a dit que non, c'est la dature. Je crois que c'est une direction qui s'occupe au niveau de la ville. Au niveau du ministère de la ville. Alors, nous sommes venus vers Dature, on n'a pas vu le directeur général, on n'a pas vu le directeur, mais son adjoint était là, qui nous a reçus. On lui a expliqué, il a dit que l'huissier ne peut pas venir de lui-même. Et ce qui est vrai, l'huissier ne peut pas venir de lui-même. Alors qu'il faut repartir vers la direction nationale du patrimoine bâti public, qui nous dit de rester calme. Mais ce qui est aussi étonnant dans cette affaire, c'est le mimétisme du directeur de patrimoine bâti. Qui ne parle pas. Il ne parle pas. Yayo. On ne comprend rien. Alors on est stupéfait. Il n'est pas informé, il n'est pas impliqué, mais il ne parle pas non plus. Il ne parle pas parce que qui ne dit mot. Alors, de dire cela. Alors vous êtes 75 familles quand même, comme vous l'avez dit, qui ont fait pour beaucoup 30-40 ans implantés sur les lieux. Certains ont acheté ces maisons au fil du temps, certains ont fait 30 ans en tant que locataires, d'autres l'ont bénéficié par le biais des décrets présidentiels, ainsi de suite. Un beau matin, on vous dit de quitter. Alors, à la lumière de tout ça, quelle est votre démarche aujourd'hui? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, peut-être pour que... Nous sommes en train de sensibiliser les habitants de cette cité, de ne pas recourir à la violence. À ce que je sache, nous sommes dans un état de droit. Donc nous allons user de tous les moyens légaux. Ce qui est de notre pouvoir, nous avons écrit au ministre chef de cabinet à la présidence de la République. On lui a fait savoir notre mécontentement et la situation qui prévaut actuellement dans la cité fonctionnelle. Nous avons écrit également à la deuxième personnalité de la République, bien entendu le président de l'Assemblée. Donc nous allons mettre en alerte toutes les institutions de la République et nous sommes en train de mettre aussi un pool d'avocats qui va attaquer cette décision, ce communiqué du ministre de la ville. En ce que je sache, l'État aussi est justiciable. Donc nous allons contracter le ministre et cette décision à la justice dans les jours qui vont suivre. Il y a un pool d'avocats déjà qui est mis en place dans ce sens. C'est pour autant dire que c'est des gens civilisés. Nous allons mener le combat sur une piste purement juridique et nous allons user de toutes les voies légales pour que nous soyons rétablis dans nos droits. Voilà, c'est un dossier que nous allons suivre jusqu'à terme justement et voir le dénouement qui va en résulter. D'ici là, on va vous dire merci d'être venu nous donner ces explications. Merci beaucoup et bonne chance. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'était tout pour cette, on va dire, cette rubrique Parole à ceux qui veulent l'apprendre. Merci de votre attention. On se retrouve demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.